Eh bien, bonjour. Bienvenue à la session Développer ou débugger. C'est le sujet que nous allons traiter pendant à peu près 3/4 d'heure, 50 minutes. Donc bonjour, je m'appelle Éric Maillard, je suis expert technique APM, Application Performance Management. Et Gilles Portier, également expert technique APM. Alors, pour commencer, on va commencer par une petite question. Qu'est-ce que vous préférez faire le vendredi soir ? Bon, je vais vous donner des suggestions parce que j'ai un peu peur des réponses qui vont arriver. Donc, prendre une bière entre amis ou partager une pizza avec vos collègues, sous-entendu, au bureau, dans une cellule de crise. La fameuse cellule de crise, c'est quoi ? Je pense que certains d'entre vous ont déjà participé à ça, on verra ça plus tard. C'est le fait que vous avez dans votre entreprise une application critique. Et cette application critique, finalement, à un moment donné, elle marche très mal. Donc ça revient généralement par le business, par le métier, qui va voir l'IT, qui va dire on ne peut plus faire notre métier parce que l'application ne marche pas. Donc le management fait quoi ? Décide de monter une cellule de crise et on va mettre dans la salle tous les experts, tous les intervenants qui ont travaillé autour de l'application. Donc on va mettre les développeurs, les études, vous. On va mettre les testeurs, on va mettre les responsables d'infrastructures machines, les responsables des réseaux. Et puis finalement, on dit à chacun, va falloir trouver la solution. Alors, la cellule de crise, tout le monde arrive motivé, généralement. On sait quand on y entre, mais on ne sait pas quand on en sort. En fait, on en sort quand on a la solution. Et le problème, c'est que quand vous y êtes, vous n'avez pas la solution, sinon vous ne seriez pas en cellule de crise. Et ça nous fait penser à un petit film. Le son. It began as a nuisance. Ow! What the? Ow! It became a menace. Get out of my house! What the fuck is wrong with you? Ow! Now, forensic pathologist Jack Cucciano is running for his life. This lunatic has been attacking me all night. He has just broken into my house. I need a squad car here right now. This is gonna sound ridiculous, but he's got a spoon, but it hurts like hell. And hello? Donc voilà, vous pouvez retrouver la suite du film ici, mais on va retrouver notre ami un peu plus tard. Donc je passe la main à Eric. Ok. Donc pour continuer l'introduction, on va vous présenter quelques chiffres qui sont fournis par des cabinets d'analystes. Donc le premier chiffre, donc c'est 2 chiffres, d'ailleurs 70-30. Donc ça pourrait être le score d'un match de rugby, genre Nouvelle-Zélande contre l'équipe de France. Quoique 30, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Mais bon, en fait, 70, donc prenons le cas d'un incident en production, donc un problème de performance en production. Dans 70% des cas, cet incident va venir du code de l'application ou alors d'un paramétrage de l'application, donc plutôt côté applicatif. Et les 30% restants, ça va être les problèmes liés à l'infrastructure. Donc typiquement, un problème réseau, il y a des travaux dans le quartier d'à côté, une pelleteuse a coupé le brin réseau qui alimente votre entreprise. Un file system full sur un serveur de base de données, et donc la base de données tombe. Donc vraiment, ces problèmes-là, c'est 30%. Et ce qu'on constate dans les DSI, c'est souvent, elles sont assez bien équipées pour monitorer ces 30%. Par contre, pour le 70% des problèmes, là, on est plutôt au stade de la petite cuillère, donc on n'est pas très bien équipé pour aller diagnostiquer en production ce qui peut se passer dans une application quand il y a un souci. On va passer à un deuxième chiffre, 150. Donc là, c'est un professeur en génie logiciel américain, Barry Boehm, qui énonce ce chiffre et qui dit que régler un problème en production sur une application qui tourne un peu critique, ça va coûter 150 fois plus cher que si on l'avait réglé en développement ou en test dans les phases amont, en fait, avant le passage en prod. Par exemple, si on imagine un site de e-commerce qui génère du revenu, si vous avez des lenteurs sur ce site, par exemple, vos utilisateurs arrivent sur le site, ils n'arrivent pas à passer leurs commandes, ils vont aller sur le site concurrent, et donc vous avez une perte de revenus directe pour votre entreprise liée à ce problème de performance. Donc c'est typiquement... Et pareil, si vous allez investiguer pendant beaucoup de temps, vous allez justement faire ces cellules de crise, mettre beaucoup de monde dessus, donc ça va coûter très cher de résoudre cet incident en production. Alors, dernier chiffre. Eric, oui. Là j'ai 100 € en billets de vin. Eric, notre application, elle est là, elle rend des services.
Il se trouve que la concurrence, notre concurrence, fait beaucoup de progrès. Hein. Ils ont développé une nouvelle application. La nôtre devient obsolète. Je te donne 100 € pour que tu innoves et que tu fasses que notre application vienne au niveau de la concurrence. Voilà, je te donne les 100 €. D'accord. Mais bon, par contre, il faut que tu saches qu'avec ces 100 €, je ne vais pas pouvoir tout consacrer à mon nouveau développement, en fait. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, j'ai déjà 20 € qui vont partir pour le support à mes utilisateurs qui utilisent l'application actuelle. Donc, j'ai besoin de supporter, faire du support pour l'application. D'accord. Donc après, maintenant, si j'ai un incident en production, je vais passer beaucoup de temps. Je vais être sollicité, je pense pour 40 € pour corriger, reproduire le problème dans un environnement de test, remettre des logs en production, chercher à comprendre ce qui se passe. Donc là, je vais passer beaucoup de temps à faire ça. Puis les 20 € suivants, ça va être, une fois que j'aurai corrigé, il faut revalider, refaire des tests de recettes, refaire des tests de charge. Donc au final, je vais avoir 80 € sur tes 100 qui vont être là pour faire le run de l'application actuelle, pour la maintenance corrective, la maintenance applicative. D'accord. Et donc, il va me rester les 20 € là pour faire ton nouveau développement et donc pour apporter de la valeur au business. D'accord. Alors, ça veut dire... Donc ça, c'est pas nous qui le disons, hein, c'est le Gartner. Hein. Le Gartner dit qu'en moyenne, on passe 80% de ses budgets, en fait, à débugger. Hein, dans la thématique développer ou débugger, c'est du débugage. Alors, c'est une moyenne, hein, donc ça veut dire que vous avez des entreprises qui vont consommer moins, mais malheureusement, des entreprises qui vont aussi consommer plus. Alors, à quoi c'est dû, en fait, ça? Eh bien, en fait, c'est dû à ça. Hein. C'est dû à la complexité. Vous savez tous maintenant qu'une application, c'est plus quelque chose de monolithique avec un client, un serveur. C'est des couches de présentation. Alors là, ici, on est dans des environnements Java, hein, par exemple des couches Apache. Ça va être, bien évidemment, des serveurs d'application. Donc, on en trouve un certain nombre, Tomcat, JBoss, WebSphere. Tout ça, votre flux, lorsque l'utilisateur va faire Enter, ça va rentrer dans ces couches-là. On est dans le monde de l'entreprise où il y a parfois des existants. Donc, je sais que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais vous allez peut-être interagir avec des couches .NET. Bien évidemment, le monde de la data explose. Donc, maintenant, on va appeler des technologies Big Data. Parfois, vous avez encore un mainframe qui va être appelé, hein, par exemple dans les banques, des bases de données, ce qui fait qu'ici, on a une forte complexité déjà au niveau de l'application, et ce qui fait que pour trouver d'où vient un problème de performance ou d'indisponibilité, ça va être déjà complexe. Pour simplifier le tout, vous avez ici une combinatoire maintenant de différents terminaux, de devices, d'OS, de navigateurs, hein, des tablettes, des PC. Il y a un élément non négligeable, bien évidemment, c'est le réseau. Alors, pendant la fameuse cellule de crise, là, vous allez entendre souvent aussi, c'est le réseau qui est en cause. Hein, ça, c'est toujours une vieille idée reçue, alors que maintenant, le réseau n'est plus tellement en cause dans les problèmes de performance. Parfois, vous avez dans le navigateur qui va s'afficher ici un contenu tiers. Hein, vous avez un lien Facebook, un lien Twitter que vous ne maîtrisez pas, c'est pas hébergé chez vous. Vous avez parfois des CDN. Donc, CDN, c'est quoi? C'est une entreprise qui va cacher dans Internet l'information pour qu'elle arrive plus vite sur le poste client, comme par exemple Akamai. Et puis pour couronner le tout, de plus en plus, on externalise maintenant les applications. Dans quoi? Dans le cloud. Ça peut être Amazon, ça peut être Azure, ça peut être d'autres types de cloud. Donc, vous ne maîtrisez même plus cette chaîne-là. Elle n'est plus chez vous. D'accord? Donc, ça, c'est la complexité qui fait que pour diagnostiquer un problème de performance, pour le débugger, c'est de plus en plus complexe, d'où les 80% énoncés tout à l'heure. Alors, imaginez maintenant, hein, on est clair, vous voyez, tout c'était noir, maintenant on est clair. Imaginez maintenant que vous ayez une visibilité de bout en bout, c'est-à-dire que vous sachiez à chaque temps, un peu de ce jeu, à chaque clic utilisateur, en fait, ce qu'il a fait et par où c'est passé, c'est-à-dire dans toutes ses couches, et que même à l'intérieur d'une couche, vous sachiez par quel code c'est passé, eh bien, en fait, vous pourriez, du coup, simplifier les étapes de débugage. Okay. En fait, ce type de technologie existe. Donc, c'est des technologies basées sur des agents. Donc, on a des agents qu'on va injecter dans les chaînes applicatives. Donc, on a un agent de type, par exemple, Java, qui va introspecter le code Java au moment de l'exécution, sans que le développeur n'ait besoin d'instrumenter son code. Vous avez des agents de type donc Java, .NET, même mainframe. On est capable d'aller poser des agents dans du mainframe. Des agents un peu spéciaux qu'on peut poser sur un serveur Apache et qui vont être en charge d'injecter dans le navigateur de l'utilisateur du code JavaScript à la volée. Donc dans le flux HTTP qui repart, on injecte cet agent JavaScript. Et l'agent JavaScript va détecter les clics de l'utilisateur sur son application.
Donc on va pouvoir être capable de relier, au moment où l'utilisateur va cliquer, on va créer ce qu'on appelle un identifiant de pure passe. On va identifier la transaction et on va taguer tous les protocoles qui vont passer d'un environnement à l'autre. Donc le protocole HTTP, JMS, si vous échangez entre de JVM via JMS, RMI par exemple pour faire des appels interprocessus. Et donc ces protocoles vont être tagués, on va pouvoir passer cet identifiant d'une couche à l'autre. Chaque agent dans chaque couche renvoie ses données à un serveur central et le serveur central va être capable de recoller les morceaux parce qu'il aura toutes ces infos seront taguées par l'identifiant de pure passe. Donc c'est ça qui va permettre de ensuite pouvoir analyser clic par clic, fonctionnalité par fonctionnalité, ce qui se passe, qu'est-ce qui est activé dans les applications, et cela jusque l'exécution du code Java, les méthodes qui ont été activées, combien de temps j'ai passé dans chaque méthode, est-ce que j'ai eu des exceptions, des logs en erreur, tout ça, ça va être centralisé dans le serveur à un seul endroit. Alors Eric, par contre, ce type de solution, souvent on nous oppose le principe bien connu de dire quand je fais une mesure, je peux perturber le système. Alors qu'est-ce qu'il en est de ce type de solution? Effectivement, ça c'est lié au principe d'Eisenberg, de la certitude d'Eisenberg qui dit que le fait d'observer un phénomène, on en modifie sa manière d'être. Donc par exemple, si j'éclaire, je veux observer cette table, là, il fait un peu sombre, je l'éclaire. Avec ma lumière, j'envoie des photons sur cette surface. Donc je vais perturber les électrons qui sont en surface. Par contre, ça ne m'empêche pas, moi, d'observer cet objet, et puis ça ne perturbe pas son comportement externe. Ça perturbe qu'au niveau quantique, quoi, mais voilà, on s'en fout un peu. Au niveau microscopique, par contre, au niveau macroscopique, vu l'utilisateur, je vais avoir peu de perturbations. Donc typiquement, instrumenter une chaîne applicative comme ça, pour l'utilisateur, ce que constatent les clients qui utilisent ce type de solution, ça va être une différence de 2 à 3% sur le temps de réponse final. Donc 2 à 3%, on va dire, c'est sur un écran qui met une seconde à s'afficher, ça va être 2 à 3 centièmes de seconde en plus, donc une seconde 0,2, 0,3, donc humainement, ce n'est pas identifiable. Donc effectivement, il y a un impact, mais pas complètement mesuré, contrôlable. Par exemple, pour des gens qui, en permanence, en production, utilisent ce type de solution, voilà, ça ne va pas impacter plus de 2%. Alors, par exemple, un visuel de ce type de solution, ça peut être quoi? Ça peut être de voir, justement, par où passe un flux. Là, j'ai pris une transaction utilisateur, je sais exactement... Alors ça, vous l'avez automatiquement, c'est-à-dire pas d'instrumentation de code, c'est fait à la volée. On va repérer par où passe un flux. Donc vous allez voir que l'utilisateur, ici, il a travaillé avec son navigateur, d'accord. Puis ensuite, le flux, il est rentré dans le serveur web. Vous voyez que dans le navigateur, il y a des tierces parties, des composants, par exemple, il y a Facebook, Twitter, qui sont appelés dans le navigateur, qui peuvent avoir un impact. Et puis ensuite, la transaction, après, elle se déroule et elle continue. Alors, l'intérêt, c'est tout de suite, vous voyez, par un jeu de code de couleurs et de pourcentage, où est-ce qu'on a passé du temps. Si ma transaction est très lente, je vais aller voir plutôt dans cette partie-là, puisque là, j'ai passé pas loin de 58% du temps dans cette partie-là. Donc ça, vous l'obtenez automatiquement. Alors, à partir de là, ça, on peut l'avoir pour une transaction utilisateur, mais aussi, pendant 1 heure, j'ai capturé des centaines de milliers de transactions faites par des milliers d'utilisateurs sur mon site d'e-commerce, et je peux avoir une vue globale aussi sur ces centaines de milliers de transactions, pour voir globalement où je perds du temps. Alors, l'intérêt de ce type de visualisation, c'est qu'à partir de là, on fait quoi? Du drill down, on va zoomer dans les parties qui nous intéressent, ou dans toute la chaîne applicative, dans le pure pass, pour voir ce qui se passe. Donc là, et on obtient ça, donc. Voilà, vous voyez une vision beaucoup plus technique du pure pass. Le slide précédent, c'était une vision high level, macroscopique. Et là, maintenant, quand on rentre dans l'exécution d'une transaction, on va exécuter du code Java. On va d'abord rentrer dans le serveur d'application. Donc la solution est basée sur des sensors. On a des sensors de différents types, des sensors Apache, des sensors Java, des sensors .NET. Et un sensor, ça va être... J'instrumente, au moment où la machine virtuelle Java démarre, j'instrumente les classes des frameworks connus. Donc les frameworks connus en Java, ça va être Servlet, JDBC, Hibernate, RMI, JMS. Donc tous ces frameworks sont connus. On connaît les classes qui sont représentatives de ces frameworks. Et donc on va rajouter du code binaire dans la JVM au moment où ces classes vont être loadées par le class loader. Et ce code va mesurer, quand je rentre dans la méthode, à combien de temps je passe dans chaque méthode. Et on va être capable de retranscrire tout cet arbre ici, avec les temps d'exécution, pour chacune de ces méthodes, combien de temps j'ai passé,
combien de temps j'ai passé en I/O, en attente d'une ressource ou en écriture, en garbage collection. Donc si ma JVM était en train de faire du garbage collector, quel impact j'ai eu sur mon exécution. Donc ça permet de savoir où est-ce que j'ai passé du temps dans chacune des méthodes Java. Et il n'y a pas que le temps aussi, il y a aussi les exceptions. Hein. Tous les logs, toutes les exceptions sont capturées également. Effectivement, on capture les exceptions. Ici, on voit par exemple un débranchement vers un service .NET. Donc on appelle un web service, on revient en synchrone et on revient dans la transaction qui continue de s'exécuter. Donc on va avoir l'impact de cet appel de web service dans mon code Java. Et ici, le sensor JDBC, lui qui va vous lister tous les appels faits à la base de données dans ma transaction. Vous saurez que quand l'utilisateur a cliqué sur tel bouton dans l'écran, voilà la liste des requêtes à la base de données, combien de temps a pris chaque requête. Donc ça, c'est important pour comprendre ce qui se passe dans une transaction et analyser en détail. T'as fini ? Oui. Alors, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est la complexité de l'application. Vous avez vu qu'il y avait plein de briques qui étaient traversées. Donc ça, c'est clair, c'est autant d'experts autour de la pizza dans la cellule de crise. Alors, il y a un certain nombre d'experts. Là, on a vu ce qu'on vous a montré, ça intéresse vraiment les développeurs, hein, la phase de développement. Ce qui se passe, c'est qu'avec ce type de solution, on en profite, puisqu'on a des agents qui sont positionnés sur les machines, on va en profiter pour relever l'état de l'infrastructure. Donc ça, c'est des choses très classiques. Mais là, l'intérêt, c'est qu'on va corréler l'état de l'infrastructure avec l'état de l'application. Hein, c'est-à-dire, donc, on a une notion de pure stack. C'est quoi? C'est de dire, finalement, quand mon utilisateur clique, je vais voir par où ça passe et si je perds du temps dans mon application ici, mais je vais relever aussi l'état de la CPU de cette machine, l'état de la mémoire de cette JVM, et puis pourquoi pas les garbage collecting l'état du garbage collector sur cette partie-là. Et je vais ainsi être capable de dire, finalement, si j'ai un problème, c'est peut-être lié à l'infrastructure et pas lié à mon application. Auquel cas, j'ai pas besoin de débugger. Hein. Je donne ça au responsable de l'infrastructure. Ce qui se passe pendant les cellules de crise actuelles, telles que ça se passe avec des outils, on va dire, plus traditionnels, c'est que tout le monde arrive avec dans la cellule de crise, avec ses outils. Ses propres outils, le réseau est avec ses outils réseau, le responsable d'infrastructure système, il a ses courbes de CPU et de mémoire, et généralement, alors ces outils disent que tout va bien, hein, alors que finalement il y a des problèmes au finish. Et ces outils, on a du mal à corréler. C'est-à-dire que le responsable d'infra va dire, oui, effectivement, moi j'ai vu une augmentation du taux d'occupation mémoire à telle heure, mais on ne sait pas si ça a un impact. C'est pas parce que la mémoire a été occupée à un instant donné que ça a eu un impact sur les performances ou sur une exception qui aurait pu se produire. Là, tout est contextualisé. C'est-à-dire que vous allez voir finalement, quand un utilisateur ou quand un ensemble d'utilisateurs ont des problèmes, est-ce qu'à ce moment-là, hein, tout est contextualisé de manière temporelle. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu des problèmes dans l'infrastructure ou pas, hein? Donc on va beaucoup plus vite si on fait une cellule de crise avec ce genre d'approche. Alors, l'idée, c'est de mixer les deux. Et mixer les deux, c'est quoi? C'est obtenir un fichier de session. Alors un fichier de session, c'est très puissant parce qu'en fait, une des grosses problématiques qu'on a aussi quand on débug, c'est je ne peux débugger que si je suis capable de reproduire le problème, si je vois le problème. Or, une des grosses difficultés qu'on a, c'est effectivement les systèmes d'information vivent. Il y a des utilisateurs et souvent les utilisateurs, quand ils ont des problèmes, ils ne le disent pas ou c'est très imprécis. Ils vont vous dire, voilà, j'ai eu des temps de réponse catastrophiques. Ça marche pas, hein, ce genre de choses. Comment voulez-vous débugger un problème ponctuel avec ce type de phrase ou de ressenti? Donc là, l'idée, c'est qu'en production, on va enregistrer tout ce dont on vient de parler, c'est-à-dire par où sont passés les chemins de chaque utilisateur. On va enregistrer l'état de l'infrastructure et on en sort un fichier. Ça veut dire que je peux donner ça, par exemple, à une TMA hein, qui maintient mon application. Si mon application n'a pas été développée dans mon entreprise mais par une autre société, je peux lui donner un fichier de session pour diagnostiquer à froid. Effectivement, et ce fichier de session, ça va être le trait d'union entre les équipes de production et les équipes de développement. Donc dans une démarche DevOps qui est très en vogue en ce moment, c'est très adapté à ce type de démarche. On va passer, effectivement, là c'est un autre visuel de transaction flow. On vous parlait tout à l'heure que vous avez parfois des bouts d'applications qui peuvent être dans le cloud. Donc là c'est un exemple de ce que donnerait l'outil sur des transactions dont une partie a été déployée sur du cloud Amazon et une partie sur du cloud Azure. Et vous avez des transactions. Donc l'outil est capable de vous sortir le flow de la transaction dans ces différents éléments et de faire les liens entre les différents clouds. Et même, vous pouvez poser le serveur dont on a parlé qui va collecter les données renvoyées par les agents. Vous pouvez aussi le poser dans le cloud et l'utiliser en tant que as a service, c'est-à-dire avec un modèle as a service. Comme ça, vous pouvez comparer les clouds aussi, la performance délivrée par chacun des fournisseurs de cloud.
Et effectivement, en tant que développeur, vous êtes peut-être maintenant amené aussi à travailler de plus en plus sur du big data. Donc c'est la grande tendance actuelle, essayer de tirer la meilleure partie des informations collectées par les différents systèmes pour l'analyser et en sortir des bénéfices métiers. Ce type de solution de monitoring va pouvoir aussi s'appliquer comme une solution big data, du Hadoop, du MapReduce, et ça tourne dans du Java. On va pouvoir mettre des agents Java dans ces types d'outils, dans des bases de données non relationnelles, NoSQL, pour stocker de la donnée assez brute, donc type Cassandra, MongoDB, HBase. Donc on va pouvoir poser des agents qui ont déjà une connaissance de comment fonctionne ce type d'infrastructure et qui vont sortir des métriques et des tableaux de bord permettant d'optimiser une infrastructure big data. Donc effectivement, une infrastructure big data, c'est beaucoup de serveurs, beaucoup de process qui tournent, différentes bases de données auxquelles on accède, et c'est très difficile de maîtriser les performances de ce type d'environnement. Avec un outil comme ça qui va permettre de tracer de bout en bout ce qui se passe dans ces environnements-là, vous allez aussi pouvoir optimiser et maîtriser plus facilement ce qui se passe dans ce type d'environnement. Donc maintenant, on va vous montrer, faire une démo live de l'outil, de comment on peut l'utiliser sur un cas d'utilisation assez classique pour débugger et débugger beaucoup plus vite un problème qui peut apparaître dans une production informatique. Donc là, je vais lancer... En fait, on va le faire en 2 étapes. On va vous montrer une première partie où finalement votre application elle est en production. Et vous avez un utilisateur, en l'occurrence, qui se plaint et qui lui appelle, qui se plaint de son problème. On va voir cette première étape, comment on va avancer dans cette première étape. Et ensuite, on fera une deuxième étape où finalement la production va passer de l'information au développement pour que le développement puisse débugger le problème. Donc là, c'est une petite application de démo qui s'appelle Easy Travel et c'est un site de réservation de voyage en ligne, en fait. Et dedans, je fais un utilisateur. Alors, elle est instrumentée, là. Elle est instrumentée, on a instrumenté toute la chaîne applicative avec l'outil. La solution. Donc là, je vais faire une recherche pour aller à Paris, par exemple. Je vais booker ce voyage. Donc là, pour booker, on va me demander un login password. Donc je vais rentrer un login password. Et je clique sur login. Et là, ça se passe mal. J'ai le temps de regarder la photo, elle est belle, effectivement, il y a de la neige. Donc là, le login va prendre à peu près 12 secondes, c'est voulu évidemment pour les besoins de la démo. Là, imaginez par exemple qu'un utilisateur qui veut réserver un voyage, ça ne soit pas 12 secondes mais 120 secondes, il change de site. Oui, il se dit ça marche pas. Il ne va pas réserver son voyage là. Ça marche pas, j'ai passé à autre chose. Donc là, ça a duré une douzaine de secondes. Ça a duré 12 secondes pour les besoins de la démo, mais voilà, c'est un cas typique de problème. Rendu la main. Donc là, je continue ma réservation. Je vais mettre mes identifiants carte bleue, ça, c'est pas les miens. Et je continue. Et donc là, j'ai terminé ma réservation, je quitte. Finish. Je quitte mon navigateur. Donc maintenant, moi je suis opérateur de production. J'ai une interface de monitoring de mes applications en production sur laquelle je retrouve mon portail Easy Travel. Donc ça, c'est le portail auquel se connectent les utilisateurs pour réserver un voyage. J'ai aussi mon portail mobile, donc pour les gens qui vont se connecter via leur terminal mobile sur l'application. Et un portail administration, donc là pour les agences de voyage, pour aller déposer des nouveaux voyages, changer les prix d'un voyage, consulter le taux de réservation des différents voyages. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ce portail ici. Et donc j'ai cette Monica qui a fait sa visite, sa session, qui m'appelle et qui dit, voilà, j'ai eu un souci, moi, quand j'ai voulu accéder dans la journée, j'ai trouvé qu'il y avait des pages qui mettaient beaucoup de temps à s'afficher. Donc voilà, j'ai ça comme info. Donc moi, je me dis, voilà, le système a enregistré tout ce qui se passe sur l'application pendant que ça travaille. Donc je vais rechercher par son nom. Donc l'outil permet de taguer les visites des utilisateurs avec leur nom, par exemple. Et donc là, je recherche et je vois que j'ai donc l'application simule du trafic. Donc là, j'ai eu plusieurs visites de Monica. Donc il y en a une, Hôtel Marriott. Mais l'hôtel Marriott, c'est celle que tu as faite, elle n'est pas simulée, celle-là. Oui. Donc en fait, là, j'ai fait un mapping de l'adresse IP de ma machine. Je lui ai dit que c'était une visite qui venait de l'hôtel Marriott. Donc j'ai fait un mapping de l'outil pour que ça fasse ça. On peut savoir d'où viennent les utilisateurs, en fait. C'est une reconnaissance automatique. Et donc là, ici, je clique sur sa visite et je vais voir ce que ça va retranscrire, ce que j'ai fait dans mon écran. Donc je vois, j'ai tapé sur les lettres Paris, ici. J'ai fait OK pour faire ma recherche. J'ai fait Book Now et ensuite, je me suis logué. Et sur le logging, c'est là, effectivement, je vois, j'ai passé beaucoup plus de temps que sur le reste. 12 secondes, J'ai passé 12 secondes. On me dit, oui, l'utilisateur a raison de se plaindre. Là, il y a un problème de temps de réponse sur cette transaction de logging.
Donc je vais aller regarder quels sont les pure passes associés à cette action d'utilisateur quand il a cliqué sur login. Ces pure passes, je le vois ici, et je vais afficher pour cette transaction là, le transaction flow dont on a parlé tout à l'heure. Ce transaction flow, je vois que l'utilisateur a accédé au navigateur. Globalement, ça a mis 12 secondes 79 à lui répondre. Il a traversé le serveur Apache ici, ça n'a pas pris de temps. Il a traversé la couche front-end Java. Et dans la couche back-end Java, là, on voit qu'on a passé beaucoup plus de temps. 33% côté Java et à l'accès à base de données, on a passé beaucoup de temps. Si je regarde même les distributions des API, j'ai beaucoup de temps en JDBC et en Hibernate. Donc ça me dit que j'ai vraiment un problème d'accès aux données. Quand je regarde ici l'état de mes serveurs, ici, j'ai une visualisation de mes processus applicatifs et de ma machine. Donc mon host, la machine sur laquelle je suis, tout est vert pour elle en termes de CPU, en termes de CPU, ici, de mémoire, de réseau, de disques. Mon garbage collection de mon Tomcat, il est OK. Donc tout me semble OK. Donc pour moi, c'est vraiment un problème applicatif. Sur tous les étages, j'ai vraiment pas de souci d'infrastructure. Donc là, je suis moi opérateur de production, je suis support niveau 1. Je me dis, je ne vais pas aller plus loin que ça, je vais exporter une session. Donc j'ai exporté la visite et je vais demander au support niveau 2 ou niveau 3 là, d'aller analyser ça plus en détail. Donc j'exporte ma visite. Je vais lui donner un nom, visite Monica. Je vais l'exporter sur le bureau. OK. Et puis je vais attacher cette visite, c'est un fichier que j'ai posé sur mon bureau, je vais pouvoir l'attacher à un ticket que je vais ouvrir pour le support. Et donc en tant que support de niveau 1 au niveau de la production, moi j'ai fini mon boulot. Donc je vais pouvoir revenir sur mon tableau de monitoring. Donc là je vais quitter mon outil. Je reviens là. Donc Alors, oui, pendant ce temps-là, on retrouve notre ami, parce que nous on a avancé. On va voir s'il a avancé. Donc finalement, ce qu'on voit, notre ami là, avec sa cuillère qui court après son bug, en fait, il court après son bug. Ce qu'on voit, c'est que il court toujours après avec sa cuillère et il s'acharne. Nous, pendant ce temps-là, en fait, là, l'équipe de développement, elle a reçu le ticket au niveau du support. Donc, ils vont ouvrir un outil qui s'appelle un viewer. Donc, on va pouvoir, sans se connecter à la solution en production, on va pouvoir ouvrir la session. Donc, je vais importer la session browse. Donc la visite Monica que j'ai posée sur mon bureau, je l'ouvre, je l'importe dans mon outil. Et ici, je vais pouvoir analyser cette visite. Donc là, j'ai différents axes d'analyse. Ce qui va m'intéresser, je peux par exemple regarder toutes les exceptions dans cette session. Est-ce que j'ai des exceptions au niveau du code Java? J'en ai eu, effectivement. Par contre, je vais quand même, moi, partir. La production m'a dit qu'il y a eu un souci sur le logging, donc je vais partir de la visite. J'ouvre l'onglet visite et je vais retrouver en fait les informations que j'avais eues, qui ont été capturées sur l'outil en production. Je reviens sur mon logging, c'est cette fonction-là qui était lente. Donc là juste un aparté, Eric, pas besoin de reproduire le problème. Effectivement, tout est enregistré. L'outil est capturé. J'ai déjà un niveau de log très important, donc je n'ai pas besoin d'aller rajouter du log en production parce que je sais par où je suis passé, combien de temps ça a pris, dans quelle fonction. Donc je vais pouvoir accéder aux mêmes informations que j'ai eues tout à l'heure, le transaction flow, et être d'accord avec ce qu'a dit la production, s'il s'affiche. Il est en train de relire le transaction flow. Voilà. Et je constate la même chose. Tout était ouvert au moment de la transaction en termes d'infrastructure. Et donc moi, je me dis, je vais aller voir au niveau de la base de données ce qui s'est passé. Donc je vais regarder les appels, comme j'ai passé beaucoup de temps, qu'est-ce que cette transaction a fait comme appel à la base de données. Je commence à débugger quelque part. Donc là, je commence à rentrer dans le détail de ce qui a été capturé. Et je vois, effectivement, j'ai un appel, call verify location, qui a pris 8 secondes. Par contre, je me dis, ça, d'habitude, ça prend pas... Enfin, c'est juste un appel, une requête, c'est pas censé prendre tant de temps que ça. Après, unitairement,
en moyenne, ça a pris 15 millisecondes. Bon. Ah oui, mais ça a été appelé 533 fois dans ma transaction. Oula, je me dis là, il y a eu une régression applicative. Quand on a vu la nouvelle version prod, je pense dans un certain cas, on va passer dans une boucle qui fait qu'on appelle trop de fois cette requête. Et donc, on se retrouve avec un temps de réponse pour l'utilisateur très long. Alors qu'unitairement, ma requête, elle est bonne. Donc, si mon DBA, lui, qui surveille sa base de données, il ne voit rien passer, il voit des requêtes qui prennent 15 millisecondes, pour lui, tout est normal. Maintenant, le fait d'avoir rattaché tous ces appels à cette même transaction, ce clic utilisateur sur logging, ça permet de voir que c'est dans mon algorithme que j'ai codé, j'appelle trop de fois cette requête et donc j'ai un impact sur mon temps de réponse. Et donc j'ai mis la main dessus assez rapidement. Je vais quand même lancer, parce que j'ai oublié de lancer ça avant, un Eclipse. Donc je continue à investiguer, je me dis ce call verify location, dans quoi il était... donc je vais afficher le pure pass. Donc là, l'action vraiment détaillée, la liste détaillée de ce qui s'est exécuté. Et à quel moment ce verify location a été appelé. Donc je vois ici dans mon chemin d'exécution, là j'ai une représentation graphique à droite de tout ce qui s'est exécuté dans mon pure pass. Donc on voit qu'on a plein de choses, mais pas de choses qui sortent, qui sont vraiment très grosses. Parfois on a des pure pass où on a une grosse zone graphique importante, c'est ce qu'on appelle la hotspot, donc une méthode dans l'exécution qui a pris beaucoup de temps. Donc là je vais cliquer dessus, ça va me positionner dessus dans le pure pass et je vais savoir quelle méthode de quelle classe a pris du temps. Là, je sais que c'est le call verify location de la classe Authenticate. Cette classe, c'est Authentication Service. Et donc, je vais pouvoir ici, si j'ai besoin, d'aller ouvrir cette classe dans mon IDE, donc dans Eclipse. Et donc, dans Eclipse, j'ai automatiquement ouvert, si j'ai mon projet qui est, en tant que développeur qui est ouvert dans Eclipse, depuis mon outil d'analyse, j'ouvre la classe et je me positionne sur la méthode qui est en cause. Et je vais pouvoir regarder, cette méthode, elle est appelée d'ici. Donc je dois faire une boucle à un moment donné là-dessus. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour diagnostiquer. Que ce soit mon code ou le code d'un autre, si j'ai le projet, je vais pouvoir aller accéder jusqu'au code qui est en cause dans ma lenteur. Donc là, on a vu l'utilisation. En fait, dans notre outil, on a un plugin pour Eclipse qui permet de faire le lien entre l'analyse de la transaction et Eclipse. Donc d'ouvrir la bonne classe dans Eclipse. On a aussi un plugin qui permet de... Je suis dans un projet, je suis développeur. Je mets mon agent dans mon Tomcat sur mon poste de développement. Cet agent, quand je vais exécuter mon projet, je vais pouvoir l'exécuter avec l'agent. Donc je dis, au lieu de faire run as debug, je le run avec l'agent qui va monter en même temps que la JVM. Et comme ça, je vais pouvoir, quand je vais exécuter mes tests unitaires en cours de développement, je vais pouvoir accéder à tout ce transaction flow, tout ce passage dans mon code et vérifier que je passe bien là où je pense passer et que je ne prends pas trop de temps. Donc dès la phase de développement, en amont, ou plutôt dans le cycle de développement de l'application, je vais pouvoir tenir compte de la performance. Donc là, c'est une bonne pratique de se dire, j'attends pas d'être en production que ça explose en production. Dès le développement, dès l'intégration continue, dès les tests, je tiens compte de la performance et j'outille mes JVM avec ce type d'agent qui va me permettre d'anticiper les problèmes et d'éviter de passer des soirées en cellule de crise en production parce que j'aurai anticipé tout ça. Donc voilà la manière de débugger. Donc on a vu que rapidement, comme on capture tout en production, on n'a pas besoin de reproduire le problème parce qu'on a capturé les choses, de tous les temps d'exécution, les exceptions qu'on puisse produire. Et on va pouvoir aller très très vite pour corriger un problème même en production, même si on a intérêt à le faire avant la production. Donc le bilan, en fait le bilan de tout ça, on a fait en 2 étapes. Une première étape où on a factualisé le problème de l'utilisateur. C'était quoi? C'était un problème de login et de temps de réponse. C'était pas sur la gestion de la commande et une indisponibilité. Et on a fait le fault domain isolation, c'est-à-dire on a isolé, on a dit c'est pas un problème d'infrastructure. Et la production a passé ces informations au développement. Deuxième étape, en quelques clics de souris, quelques secondes, quelques minutes. Deuxième étape, le développement, en quelques clics de souris, quelques minutes également, fait le diagnostic de, effectivement, ce n'est pas un problème d'infrastructure et je trouve où est le problème, c'est une boucle qui a été introduite, une régression, et on a trouvé que c'était un appel de base de données qui était appelé 500 fois. Voilà. Donc là, on l'a introduit un petit peu. Donc l'outil, on va pouvoir l'utiliser en production. Là, c'est le cas d'utilisation qu'on a eu. Un utilisateur se plaint en production
j'ai des problèmes de performance en production, ça capture tout ce qui se passe, donc je vais pouvoir analyser sans avoir à reproduire. Comme je l'ai dit, la bonne pratique, c'est d'utiliser ce type d'outil avant la production, donc dès le développement, en mettant ces types d'agents dans votre environnement de développement Eclipse, en démarrant vos JVM avec l'agent pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. On a même un outil qui permet d'aller regarder finement ce qui se passe dans le navigateur. Si vous êtes plutôt développeur de la partie cliente, HTML, CSS, JavaScript, on peut avoir cette notion de pure pass aussi en JavaScript. Donc quand ma page s'affiche, quel code JavaScript j'exécute, qu'est-ce qui prend du temps quand j'exécute mon code JavaScript? Est-ce que c'est le rendering de mon navigateur? Est-ce que c'est le chargement de telle ressource? Donc, où est-ce que je passe du temps dans mon navigateur d'une manière très précise? Donc ça, c'est vraiment un outil pour l'usage des développeurs. En test de recettes, maintenant, les comptes, je pense que vous êtes amené à faire ça, à faire de l'intégration continue, donc avoir des serveurs de build de nuit sur lesquels vous déployez des versions, vous faites des tests unitaires avec JUnit ou TestNG, même des tests fonctionnels avec Selenium. Donc là aussi, on a intérêt, donc on a beaucoup de gens qui le font, de mettre des agents dans ces machines qui font ces tests, et être capable de rajouter, de dire pas uniquement mon test unitaire, il est OK ou pas OK, il est OK, mais en termes de performance, par rapport à la veille, je n'ai pas régressé. Donc je peux identifier des régressions de performance dès ma phase d'intégration continue et ne pas attendre la mise en prod. Pareil, en test de charge, dans les bonnes pratiques, il faut faire du test de charge avant de passer en production, donc avec du JMeter, du LoadRunner, il y a plein d'outils qui sont là, mais on a intérêt aussi à coupler un outil d'introspection et de diagnostic qui va permettre de capturer pendant le test de charge tout ce qui se passe et être capable d'analyser, comme on l'a fait ici, ce qui a pu se passer sur les transactions les plus lentes. Donc le message qu'on vous passe, c'est plutôt corriger un bug qui va coûter 150 en production, corrigez-le au plus tôt dans le cycle de vie et outillez-vous au plus tôt pour pouvoir détecter ça dès que vous le pouvez et ne pas attendre la cellule de crise en production. Parce que là, vous allez gagner beaucoup d'argent. Au final, vous allez faire gagner beaucoup d'argent à votre entreprise. Alors, restez avec nous, parce qu'il y a un jeu concours qui n'est pas facile à la fin, et il y a des magnifiques clés USB collector à gagner. Alors, en fait, là, on vous a un peu parlé de notre point de vue, puisque c'est une solution qui est très performante, mais c'est notre point de vue. Voilà un retour d'expérience de 3 clients qui ont mis en œuvre ce type de solution. Donc, Page Jaune, tout le monde connaît. C'est le leader français de l'information locale et de la publicité, donc avec des volumétries assez impressionnantes. Plus d'1 million de transactions sur leur site par heure, 600 000 publicités affichées par 24 heures. Leur production, elle est répartie sur, en entrée, une vingtaine de serveurs d'appli Tomcat. Ensuite, ils ont des bases de données Big Data Cassandra. Tout ça, c'est load balancé de manière virtuelle. Et puis, derrière, il y a une centaine de serveurs en back-office qui vont traiter ça. L'important, c'est qu'ils ont des partenaires. Quand vous arrivez sur le site de Page Jaune, il y a plein de contenus qui n'arrivent pas forcément des pages jaunes. Alors, leur problématique, c'était ils avaient des problèmes et impossible de les reproduire et donc de les corriger. Difficulté à lire dans les logs, des logs beaucoup trop verbeux et beaucoup trop conséquents. Pas de possibilité de suivre les flux applicatifs dans des chaînes complexes de ce type-là. À chaque fois qu'un utilisateur arrive sur les pages jaunes, il a un contexte qui lui est associé. Et donc, il y avait différents types de contextes par utilisateur. Donc, ça rendait encore plus difficile le diagnostic. Et il y avait des causes multiples. Ce n'était pas qu'une seule cause. Donc, tout ça faisait que c'était très difficile pour eux de trouver d'où venaient les problèmes. Alors, grâce à ce type de solution, ils font le diagnostic, ce qu'on vous a dit, sans reproduction du problème. Tout est enregistré. Et donc, ils ont les pure passes de chacun des utilisateurs ou d'un ensemble d'utilisateurs et ils trouvent les problèmes tout de suite sans reproduction. Deuxième cas, Numéricable. Alors Numéricable, ou SFR, pardon, vous connaissez aussi, je ne vous les présente pas. Vas-y. Donc c'est le réseau multicanal, c'est tous les canaux de vente, c'est-à-dire que quand vous allez dans une agence SFR, les commerciaux vont utiliser des applications pour vous fournir un abonnement. Donc la production, elle est répartie sur 350 JVM. Il y a des serveurs frontaux Apache et la partie applicative est basée sur WebLogic et WebSphere. Alors là, pardon, WebSphere. Alors avant, vas-y. Donc avant, de nombreuses cellules de crise, donc on n'invente pas. Ah oui, je voulais faire un petit sondage. Est-ce que certains d'entre vous ont participé à des cellules de crise dans la salle? Ah oui, quand même. Merci. Donc, de nombreuses cellules de crise avec une indisponibilité critique de ces applications. Donc là, pas possibilité parfois de vendre un abonnement. C'est très critique pour le business. De nombreuses cellules de crise qui mobilisaient au moins 10 personnes. C'est ce que je disais. On n'invente pas quand on dit ça. Résultat,
ils ont intégré la solution dès la conception, ce qu'on vous a dit, dès la phase vraiment de départ de développement. Donc, ils ont constaté une amélioration de la qualité de leurs applications, 80% de gain de productivité. Les discussions maintenant se basent sur des données factuelles, parce que pendant la cellule de crise aussi, on a aussi, ces humains, tendance à se rejeter la faute, dire moi tout marche bien, ça doit être le réseau qui ne marche pas. Et eux, alors ils n'ont pas réussi à mesurer l'overhead en production de ce type de solution. Et dernier exemple, c'est Compass. Donc Compass, c'est le leader mondial de l'information marketing. Donc il collecte tout un tas d'informations sur toutes les sociétés de la Terre entière. Et si vous voulez faire une campagne marketing pour vendre quelque chose, vous allez leur demander des listes de sociétés pour pouvoir cibler vos campagnes marketing. Donc c'est 9 millions d'entreprises référencées, 8 millions de pages vues par mois. Donc eux, ils sont dans le cloud et je vais vous montrer comment ça s'est passé. Ils utilisent une plateforme d'e-commerce qui s'appelle Ibris, basée sur Java. Le contexte, ils devaient refondre leur portail et leur système de base de données en fait. Et ils devaient, dans leur cahier des charges, abandonner leur ancien data center et migrer vers le cloud. Alors ça, c'est la grande inconnue aussi de nos clients lorsqu'ils migrent vers le cloud, c'est finalement j'avais quelque chose qui fonctionnait pas trop mal, comment ça va se passer? Et de plus, ils n'avaient pas d'expérience dans ce type d'architecture cloud pour la montée. Et en plus, ils avaient une équipe restreinte, donc pas beaucoup de monde pour travailler sur le sujet. Alors pourquoi passer dans le cloud? Parce qu'ils avaient un besoin d'agilité. Clairement, on passe dans le cloud pour ça. Et donc, c'était un projet qui a duré un peu moins d'1 an. Et donc, ils ont croisé les doigts. Alors au début, ça ne s'est pas très très bien passé. Et ensuite, après, ils ont mis en place ce type de solution. Donc là, c'est le DSI de Compass qui témoigne, qui dit en une semaine, nous avons résolu tous nos problèmes de temps de réponse. Donc il n'y a plus de problèmes de temps de réponse sur leurs applis. Et en 2 semaines, ils ont pu mieux dimensionner les serveurs. Parce que ils avaient tendance à surdimensionner les serveurs. Et ça coûte cher dans le cloud, bien évidemment. Donc ça, c'est les trois références qu'on vous a données. Alors, le jeu concours. Donc Marie, tu es prête? Ou Virginie? Alors, vous allez voir, accrochez-vous, parce que c'est dur. Donc, 3 clés USB à gagner, 3 questions. Donc, question 1, ce type de solution, c'est pour qui? Mon concierge, j'en ai rien contre les concierges, mais B, le développeur, C, tout le monde, développeur, architecte. Alors. Deuxième question. Virginie, tu es prête? Qu'est-ce que le Pure Pass? Donc c'est ça, le pass d'accès à Devox. La vision de bout en bout au sein des architectures Java et autres, et c'est le chemin purifié pour être zen. Ah, ah oui, il a dit c'est le monsieur, il s'est trompé. Non, mais il s'est trompé. C'est la dame. Excusez-nous, on a 3 clés USB, vu la difficulté des questions. Troisième question. À quoi sert ce type de solution? Remplacer votre Xbox, pourquoi pas, le vendredi soir. Partager des pizzas. Et c'est gagner du temps. Allez, va au fond. Faut la lancer et vous l'attrapez. Alors bon, nous on a pas mal avancé. Vous avez vu que finalement, on a résolu un problème qui n'était pas évident dès le départ. On l'a résolu vraiment en quelques clics de souris. Et ce qu'on espère, c'est que notre ami à la cuillère, on va voir où il en est en fait. Quel dommage, quel gâchis. Il avait l'opportunité de changer de technologie, de laisser tomber sa cuillère. Oui, il aurait pu la laisser tomber. Alors nous, on la laisse tomber, n'est-ce pas, notre cuillère, et télécharger une solution innovante qui vous permettra de débugger très rapidement. Et puis la bonne pratique, essayer de vos 80 €, de diminuer votre temps de debug et faire plus de développement. Et vous serez plus zen aussi parce que vous allez être moins stressé sur des cellules de crise. Merci. Voilà le message.